Le traitement final des primes. Abordons pour commencer les généralités. Quels sont les traités du droit européen? La liberté de circulation des capitaux entre les différents pays de la communauté européenne n'est pas compatible avec certaines formes discriminatoires de placements locaux, dont l'assurance vie. La France, par exemple, a été condamnée en mars 2004 par la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, pour avoir conditionné les gains fiscaux à des placements effectués sur son sol. En l'absence de directive de la Cour de justice des communautés européennes sur les règles fiscales discriminatoires en matière d'assurance vie, ce sont les règles du traité de Rome qui s'appliquent sur la base des droits inconditionnels. L'article 67 de ce traité souligne que si de telles mesures ont été le plus souvent adoptées pour la poursuite d'objectifs économiques légitimes, elles peuvent néanmoins comporter des effets discriminatoires. Pour répondre aux exigences du droit communautaire, la Cour de justice des communautés européennes préconise une approche au cas par cas de la portée des effets discriminatoires des contrats d'assurance vie. Dans l'esprit de l'article 59 stipulant que la liberté de circulation de services pourrait être contradictoire avec le refus d'accorder la déductibilité de la prime versée à un assureur européen non établi dans le pays du souscripteur, le Parlement a tenté en vain d'amender la troisième directive concernant l'assurance vie. L'amendement visait des distorsions de concurrence créées par la divergence des lois fiscales entre États membres. Nous allons passer en revue les différents dispositifs européens en matière d'assurance vie. Quelle est la logique du traité de Rome? La logique de construction d'une Union européenne réside dans l'harmonisation de la fiscalité des États membres. Celle-ci ne peut se réaliser que sur le fondement de l'article 100 du traité de Rome, qui vise à rapprocher les législations des États membres. Il nécessite un vote du Conseil à l'unanimité. Faute de transfert de compétences des États membres vers la communauté, c'est leur souveraineté qui prévaut. Quelle est la logique de l'acte unique? En 1985, la Commission a ouvert la voie à l'achèvement du marché commun en présentant son livre blanc. Constatant les difficultés à harmoniser les législations des divers États membres, la Commission a suggéré la reconnaissance mutuelle de leur législation. Cette logique très libérale établit une véritable concurrence entre États membres. Par exemple, un État membre ne pourra conserver une législation contraignante pour ses acteurs économiques et résister à la concurrence d'un État qui bénéficie d'une législation allégée. Cet acte visant la création d'un espace sans frontières a permis de réaliser la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises et des services, ainsi que la libre circulation des capitaux. Il ouvre la voie à une importante évolution des fiscalités des États membres sans aucune obligation juridique. Le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht n'a pas apporté de nouveautés en matière fiscale. Il insiste sur la libre circulation des capitaux et des paiements et incite les gouvernements à prendre toutes les mesures pour éviter les interactions aux lois en matière fiscale. Pour exemple, un État membre acceptera difficilement de prendre en charge la dépense fiscale au titre d'une épargne constituée dans un autre pays membre. La logique conduirait ainsi les administrations européennes à limiter les réductions d'impôts ou les déductions fiscales. L'exemple de l'arrêt Bachmann. L'examen de l'arrêt Bachmann illustre la difficulté des États membres à écrire le droit européen en matière fiscale. Il a permis néanmoins à la Cour de justice des communautés européennes de mesurer les problèmes et d'édicter les principes fondamentaux. M. Bachmann, résident belge de nationalité allemande, a souscrit en Allemagne un contrat d'assurance contre la maladie et l'invalidité, ainsi qu'un contrat d'assurance vie, et a souhaité déduire les primes versées de ses revenus professionnels dans son pays de résidence. La Cour de justice a mis en avant plusieurs principes. D'abord, les faits remontant à 1973-1976, les directives de libre prestation de services ainsi que la libre circulation des personnes n'avaient pas encore été adoptées. Ensuite, le Code des impôts belge acte la déductibilité des cotisations
à condition que les cotisations soient versées en Belgique. L'article 32 bis de ce même code stipule que les valeurs de rachat de contrats d'assurance sont exemptées d'impôt quand la déduction n'a pas été obtenue. Cette situation a permis à la Cour de justice de rappeler les principes fondamentaux de la construction d'une Europe fiscale, reposant sur les principes de souveraineté fiscale des États membres, l'article 48 du traité actant la libre circulation des travailleurs, le principe de l'agrément préalable des contrats d'assurance et le respect de la cohérence des systèmes fiscaux nationaux. La libre circulation des travailleurs prévaut ainsi par rapport à la législation fiscale des États membres. Nous allons détailler chacun de ces principes. Commençons à faire un focus sur le principe de la libre circulation des travailleurs. Le gouvernement belge a souligné que si les ressortissants d'autres États membres travaillant en Belgique de retour dans leur pays d'origine devaient acquitter l'impôt sans avoir pu obtenir la déductibilité des primes, ce n'était pas la libre circulation des travailleurs qui était en cause, mais l'harmonisation fiscale de ces mêmes États. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La Cour de justice n'a pas retenu l'argument arguant que l'harmonisation des législations fiscales ne devait pas être un préalable à l'article 48 du traité de Rome. Le gouvernement belge a considéré que les principes du Code des impôts ne remettaient pas en cause la règle de la libre circulation. Les ressortissants de la communauté souhaitant travailler en Belgique ont la possibilité de résilier le contrat précédent et d'en souscrire un nouveau auprès d'une compagnie belge. Cela leur permet ainsi d'obtenir la déductibilité des primes. La Cour de justice des communautés européennes n'a pas retenu ce second argument, donnant la priorité aux intérêts du ressortissant. Elle a estimé que la nécessité de résilier un contrat entraînait des démarches et des charges allant à l'encontre de l'intérêt personnel. De fait, cela constituait une entrave à la libre circulation. Zoomons à présent sur le principe de l'agrément préalable des contrats. Le gouvernement allemand a rappelé, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le principe du régime d'agrément entre les assureurs des États membres. Si le contrat d'assurance ne respecte pas cette condition, il n'y a pas d'obligation à accorder l'avantage fiscal. La Cour de justice des communautés européennes n'a une nouvelle fois pas retenu les arguments du gouvernement allemand. En effet, la reconnaissance de l'existence de contrats d'assurance conclus par des ressortissants auprès d'assureurs d'autres États membres dans lesquels ils résidaient à une époque ne peut être exclue. Et ce, même si en l'absence d'harmonisation, l'agrément de l'assureur protège les consommateurs. De plus, l'argument du gouvernement allemand va à l'encontre des droits européens qui visent à taxer les opérations éventuellement illégales. Abordons à présent l'inefficacité des contrôles fiscaux supranationaux. Divers gouvernements évoquaient l'impossibilité de contrôler les attestations d'assurance émises à l'étranger. La directive du 19 décembre 1977 permet, grâce à l'assistance mutuelle des États membres dans le domaine des impôts directs, de vérifier si des versements ont été effectués ailleurs, afin d'établir l'impôt correctement. Dans le cas où les États membres sont dans l'impossibilité de demander la collaboration des assureurs parce que leur législation n'autorise pas les recherches, la Cour estime que ce n'est pas pour autant un motif de non-déductibilité des cotisations d'assurance. En effet, les preuves peuvent être demandées à l'intéressé s'il est incapable de les fournir. La déductibilité est refusée. Qu'en est-il de la cohérence du système fiscal ? Rendu le même jour que la décision Bachmann, un arrêt souligne la nécessité de conserver une cohérence dans un régime fiscal national. La législation belge établit un lien entre la déductibilité des primes et leur imposition. C'est-à-dire qu'en cas de non-déductibilité des primes, les sommes sont exemptées d'impôts et inversement. La Cour a estimé que toute mesure consistant à recouvrer l'impôt prévu par la législation aurait des conséquences semblables à celles qui résultent de la non-déductibilité des cotisations. Le maintien d'une cohérence fiscale a conduit la Cour de justice des communautés européennes à donner raison à l'État belge contre M. Bachmann. La Cour a cependant tenu à préciser que, compte tenu de l'article 100 du traité,
La conception d'un régime fiscal appartient à chaque État membre. Que dans le cas où un État serait obligé d'accepter la déduction des cotisations d'assurance vie versées dans un autre État membre, le respect de la cohérence de son régime fiscal nécessite qu'il puisse percevoir l'impôt sur les sommes dues par les assureurs. La Cour a ainsi dû accepter la non-déductibilité des sommes versées à un assureur d'un autre État membre, dérogeant ainsi au principe de non-discrimination fiscale. Faisons un point sur l'arrêt Saphir. L'arrêt Saphir du 28 avril 1998 a condamné une compagnie d'assurance dont le régime d'imposition était différent sur le territoire national et à l'étranger. La Cour a condamné cette disposition jugée trop restrictive au regard du principe de la liberté des prestations et services. La Cour a précisé la recherche au cas par cas d'un point d'équilibre entre liberté de prestation des services et risques fiscaux par les États membres. L'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mars 2004 condamnant la France. De quoi s'agit-il? La Cour a condamné la France pour des pratiques contraires au droit communautaire. En cause, le bénéfice fiscal accordé aux seuls contribuables ayant souscrit une assurance vie auprès d'établissements établis sur le territoire. La Cour considère que les articles 125A et les suivants du Code général des impôts sont en contradiction avec l'article 49 du traité de Rome, entravant la libre prestation de services ainsi que la libre circulation des capitaux.